Bonjour à tous. Ravi de vous accompagner pour cette nouvelle conférence organisée par Kone avec une question: comment maîtriser l'impact environnemental d'un bâtiment sur tout son cycle de vie. On reste dans la thématique de l'immobilier bas carbone, évidemment. Il convient de nous demander ce matin comment le secteur du bâtiment s'adapte à la nouvelle donne environnementale, à la fois contraint par la réglementation, mais aussi obligé par l'éthique. On va commencer tout de suite cette conférence et je vous demande d'accueillir Mathieu Dazéas, directeur commercial service de Kone. Bonjour à tous. Merci d'être venus assister à cette conférence déjà sur le thème de la transition environnementale. Moi, je suis ravi et très honoré de pouvoir intervenir dans ce lieu emblématique, j'oserais dire ce temple, pour tous ceux qui contribuent à l'acte de bâtir. Alors, en guise d'introduction, j'ai promis de ne pas faire long, mais je voudrais souligner quand même 3 grandes tendances actuelles. Alors, ces tendances, vous les connaissez, elles sont à la fois disruptives, elles sont annonciatrices d'un nouveau paradigme de par leur impact sur nos sociétés, nos entreprises et nos interactions. Il s'agit donc de l'urbanisation, vous connaissez tous, de la durabilité. Alors, c'est le mot sustainability qui revient beaucoup dans notre langage. Je me permets cet anglicisme, puisqu'on est au CIMI, vous me le pardonnerez. Et puis, évidemment, des nouvelles technologies digitales. Alors aujourd'hui, nous avons tous conscience de l'urgence d'agir et de la sobriété dont nous devons faire preuve. Sobriété, c'est un mot qui revient souvent. Et d'ailleurs, la preuve en est, il fait frais dans cette salle. Les chauffages n'ont pas été allumés. Alors l'enjeu, c'est d'arriver à rendre cette sobriété désirable. Et j'insiste sur le mot désirable. Mais désirable, c'est le mot au sens noble du terme. Pour nos 3 tendances, du coup, je me permets aussi, à nouveau, d'oser une comparaison avec les 3 nouvelles grâces de l'Antiquité. Évidemment, vous les connaissez tous, les 3 nouvelles grâces de l'Antiquité. La beauté, le charme et la créativité. Alors, si on vient à notre première grâce, la beauté, je la compare évidemment à l'urbanisation. L'urbanisation continue d'être un moteur de croissance exceptionnel. Actuellement, plus de 50% de la population mondiale vit dans des zones urbaines. Le monde continuera de s'urbaniser, mais ces dernières années, la nature et les opportunités découlant de l'urbanisation ont évolué. On l'a tous constaté, nos façons de vivre, de travailler, de nous déplacer se sont transformées. Et si on zoome un petit peu sur les segments qui nous intéressent, celui du résidentiel ou du tertiaire, la pandémie et la responsabilité énergétique ont accéléré ces changements. Ça a introduit notamment une place plus grande pour les résidences principales, une attente de meilleurs services, de nouvelles expériences, de déplacement, une recherche de bien-être et de sécurité, et puis aussi des bureaux plus modulables et évolutifs pour soutenir de nouvelles méthodes de travail. Si je passe à la deuxième grâce, vous en souvenez donc, le charme de la sustainability. Alors ce mot sustainability, c'est un mot à plusieurs facettes. On en connaissait certaines du passé, notamment la pérennité, le développement durable, la RSE. Et puis, ce mot, il a évolué ces dernières années, et on en vient à parler avec une nouvelle sémantique axée sur la sobriété, l'économie circulaire, la neutralité carbone, et bien évidemment, un sujet qui nous occupe, c'est celui de la gouvernance de tout ça. Alors, on est dans un environnement en sans cesse innovation, et dans cette innovation, ce charme de la sustainability devient un avantage concurrentiel croissant. Chaque acteur est aujourd'hui en recherche de fiabilité via de nouvelles solutions afin de créer de meilleurs environnements urbains. Il s'agit d'un changement de l'offre, d'une optimisation des fonctions opérationnelles et d'une nouvelle culture englobant à la fois environnement, diversité, inclusion, sécurité, qualité, éthique et conformité. Alors je pense que nous avons tous la responsabilité, le devoir d'utiliser tout le potentiel, notamment, vous connaissez, du BIM, et évidemment l'ensemble des garanties, labels, certifications, etc. qu'on connaît, vont devoir suivre. Je ne vais pas les énumérer ici.
Et évidemment, il y a quelques questions auxquelles il faudra répondre, qu'on se pose dans nos quotidiens. Ce sont questions de quelle méthodologie commune, quels outils de mesure, quelle vision à 2030, en évitant, je me permets à nouveau, les chimères et les représentations obsolètes. On en vient à la troisième grâce. Troisième grâce, c'est celle de la créativité. La créativité, donc, je la lie aux nouvelles technologies digitales par exemple. Alors on a la chance de vivre une troisième révolution industrielle, même si on ne s'en rend pas vraiment compte. Elle est axée sur la data. Il y a une bonne nouvelle au milieu de cette révolution, c'est que les technologies, elles existent. C'est à nous de savoir les utiliser. Et donc, cette révolution, elle s'accélère et elle se met au service de l'humain, afin de rendre le travail plus intelligent, plus efficient et plus transparent. Cette nouvelle ère ouvre le champ des possibles et permet d'apporter plus de valeur, d'augmenter la qualité de service, d'améliorer le suivi d'exploitation et rend évidemment possible l'optimisation énergétique. Alors avec une vision peut-être moins financière, moins consumériste et moins court-termiste, je pense que de nouveaux modèles économiques et écosystémiques sont possibles. Je me permets de poser quelques questions. Saurons-nous les rendre désirables? Saurons-nous bien conceptualiser pour bien conscientiser? Le débat est ouvert et je passe la parole à Sidonie qui va animer cette table ronde. Merci beaucoup Mathieu. Je vous garde avec moi évidemment. Le cadre général est largement posé, voire philosophé. Beauté, charme, créativité, est-ce que ça peut s'appliquer au secteur du bâtiment de demain ou de même après-demain? On va se poser cette question. Quelles innovations permettent d'améliorer la performance environnementale des bâtiments neufs? Quelles solutions on peut trouver pour accompagner les professionnels dans la maîtrise de l'impact environnemental sur tout le cycle du bâtiment, cette fois? Et puis, quel nouveau modèle économique et juridique? On va tenter de répondre à ces questions ce matin avec vos trois autres compères qui vont nous rejoindre ici. J'appelle donc Jérôme Bertrand, chef du service éco-conception et représentant d'EGF BTP, éco-conception de Vinci Construction. Pardon, j'ai oublié la fin du titre. Romain Gratiot également avec nous, directeur des ventes Grand Projet Neuf de Coné. Et Julien Lanners, directeur commercial modernisation de Coné. Bonjour à tous les trois. Alors, Mathieu a adressé un peu le côté macro, mais tout de même une question peut-être pour vous, Jérôme Bertrand. On a bien compris l'enjeu aujourd'hui, car le secteur du bâtiment, finalement, comme toute l'économie du pays, est maintenant très clairement embarqué dans une stratégie bas carbone qui a été bien fixée par le gouvernement. Oui, tout à fait. Merci. Pour les applaudissements aussi. Oui, non, tout à fait. Nous, on est à la fois très volontaire là-dessus, mais il faut aussi reconnaître qu'on est très, très en prise avec les attentes sociétales et les attentes de nos clients qui sont dans cette lignée-là. Et on travaille évidemment avec nos fournisseurs et partenaires qui sont aussi dans cette lignée-là. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on a inventé et c'est des éléments auxquels on est à la fois en prise, il faut le reconnaître, parce qu'on a des ambitions qui sont extrêmement importantes et qui nous emmènent à changer de paradigme. On va en parler dans la suite de cette intervention. Mais effectivement, le cadre général est bien le cadre de changements qui sont quand même assez importants, voire de bouleversements parfois. À travers quelques exemples, on va voir qu'il y a des petites choses qui changent. Avec la nécessité de se dire que tout le monde doit être embarqué, c'est-à-dire que la mobilisation doit être générale. Oui, il n'y a pas de solution toute faite sur l'étagère pour ces éléments-là. On aimerait tous, je pense. Nos clients sont très très en attente de ces éléments-là. Il y a une réalité qui est pas évidente, c'est que le fait qu'on doit les co-construire, ces solutions. On doit à la fois les co-construire avec nos clients, on doit les co-construire avec nos partenaires. Le côté positif, c'est que tout le monde est en mouvement parce que la tendance est extrêmement forte. Et donc ça, c'est un bon côté des choses, c'est qu'on ne débarque pas chez les gens avec des réactions complètement étonnées sur la part de ce contexte-là. Néanmoins, on doit arriver à aller synchroniser, mettre en mouvement cette nouvelle manière de faire dans des écosystèmes qui sont forgés depuis des années. Il faut apprendre à les réinventer. Donc ça demande aussi beaucoup de volonté. Le fait que le contexte soit très puissant aide beaucoup pour ça, parce que ça permet d'avoir cette contextualisation générale. Maintenant, entre guillemets, il ne reste plus qu'à le faire. Donc le cadre, effectivement, est défini. Tout le monde est embarqué, Coné y compris, qui a pris des engagements très forts, et ce, sans attendre finalement l'impulsion du gouvernement.
qui veut répondre. Oui, Romain. Je veux bien répondre à ce sujet. Effectivement, la RE 2020 et surtout sur les bâtiments tertiaires là, depuis le 1er juillet 2022, c'est vrai que ça insuffle un vent nouveau sur la construction durable. Ce qui est intéressant de voir, c'est que Kone, depuis 2018, en fait, sans attendre, sachant que Kone c'est un groupe finlandais, a pris des engagements très forts sur ces sujets-là, en travaillant déjà sur le scope 1 et le scope 2 de l'entreprise. Donc c'est les questions, on va dire, sur les opérations de l'entreprise, avec des engagements à moins 50% d'ici 2030. Et ce qui va concerner un peu plus le cœur de notre sujet, également sur la production et la chaîne de valeur, donc le scope 3, où là on vise moins 40% d'émissions d'ici 2030 également. Et donc, ce qui est assez étonnant de voir, c'est qu'aujourd'hui, on a des résultantes, on en parlera un petit peu après, qui sont utiles aujourd'hui pour des entreprises comme Vinci dans la conception d'un bâtiment. C'est qu'on a de la data, des données et des éléments à leur apporter qui vont rendre en fait la conception durable plus facile pour eux aussi. Donc, c'est Vous êtes des facilitateurs en fait de la conception de projet. C'est ça, c'est-à-dire qu'on a besoin d'eux, mais ils ont surtout l'ascenseur, qui est la colonne vertébrale de l'immeuble, ils ont besoin de nous aussi, donc il faut qu'on avance ensemble. Il y a une question, on parle de bas carbone, stratégie bas carbone depuis le début de cette conférence. Finalement, bas carbone ou neutralité carbone, parce que c'est pas la même chose, Mathieu? Je crois que la nuance effectivement est importante, puisque aujourd'hui on voit de plus en plus apparaître cette notion de neutralité carbone qui fait le spot de plusieurs entreprises qui annoncent, etc. Donc cet engagement, c'est un engagement fort. Cet engagement, il nécessite, comme je le disais, d'abord d'être mesuré, d'être suivi et puis d'être possible. Et pour ça, je pense qu'il faut arriver à maîtriser tout le cycle d'un produit ou d'une construction, de sa phase de fabrication jusqu'à sa phase d'installation, et puis après, en passant par les étapes de maintenance, de réparation, de modernisation, jusqu'à sa phase de remplacement complet, quand on parle par exemple de l'ascenseur. Donc il y a une optique qui est globale, une vision globale, avec une notion, j'en parlais tout à l'heure, donc d'outils de mesure, de contrôle, de suivi, de label pour arriver à harmoniser tout ça. Et puis derrière de suivi et donc de gouvernance, c'est-à-dire comment on arrive à avoir quelqu'un ou un organisme qui est capable de globaliser et de rendre interopérables toutes les données qu'on va remonter. On va rentrer dans le détail justement de tout ce que vous listez. Peut-être d'abord sur la fabrication, donc sur la question du neuf. Quelles sont les solutions qu'on peut mettre en place dans le neuf, le cadre réglementaire aujourd'hui dans le bâtiment, les solutions mises en œuvre pour y parvenir. Sur la partie neuve, c'est la RE 2020 que citait Romain tout à l'heure. C'est ça le cadre, la colonne vertébrale, pour reprendre la métaphore de l'ascenseur? Oui, c'est vrai que c'est quand même une évolution majeure pour le monde du bâtiment en France, en tout cas le monde du bâtiment neuf. Que de l'arrivée de la RE 2020, alors largement préparée avec E+C-, mais qui a à la fois mis en évidence le fait que de l'évaluation carbone naissent les questions. En fait, on a quand même énormément de schémas d'étonnement parfois sur certains éléments qui sont prodigués. On a souvent la question de ça pèse combien d'ascenseurs, ça pèse combien une porte en fait à l'échelle du bâtiment. Donc ce qui est toujours intéressant, c'est que ce cadre-là en fait a amené tout le monde à réfléchir un peu différemment. Et pour répondre à ce que disait Mathieu, en fait, on voit bien qu'on a à la fois deux axes qui cohabitent. On a à la fois le fait de faire bien ou d'avoir le sentiment de faire bien, de faire mieux, de travailler sur ces choses-là, donc avec des choses qui sont des axes de travail. Et puis, cette côté de mesure qui va permettre de mettre en avant le fait qu'on réellement on a amélioré, qu'on a mieux travaillé. Et en fait, les deux sont toujours en train de cohabiter là-dedans. Et c'est le nouveau monde dans lequel on rentre, c'est-à-dire qu'en fait, le simple fait de dire qu'on fait bas carbone ne suffit plus aujourd'hui, il faut le faire. Sauf qu'en fait, encore une fois, les solutions ne sont pas forcément sur étagère. Donc il faut les co-construire ensemble, il faut les mesurer, il faut les valider. Des fois, il faut échouer, il faut recommencer. Et c'est comme ça qu'on arrive à progresser ensemble. Faire mieux et donc s'évaluer, ça c'est vraiment le guide. Et j'ai une question, combien pèse un ascenseur neuf? Le bilan carbone de l'ascenseur, parce que c'est ça qui est intéressant. Aujourd'hui, avec une entreprise comme Kone, sur un ascenseur que vous pouvez trouver dans votre copropriété, on est à peu près à 11 tonnes de CO2 liées à un ascenseur. Donc, c'est pas neutre. C'est ça aujourd'hui la mesure finalement. C'est ça qui est important finalement. La plus importante. Gardez la parole, Romain, justement sur la question du neuf, savoir déjà ce que vous faites dans l'industrie de l'ascenseur, quelles solutions vous avez mises en œuvre, testées dans le neuf. En fait,
quand on fait une petite frise, on va dire, sur notre industrie, on se rend compte que dès le mi-temps des années 90, on a déjà travaillé sur ces sujets-là. Quand on regarde les chiffres, dans les années 90, un ascenseur, c'était 8000 kWh. C'est pas neutre. Et là, aujourd'hui, on est plutôt aux alentours de entre 600 et 800. Donc, gros travail qui a été fait par l'industrie de l'ascenseur en général. Alors, ça a commencé par le moteur. Bien évidemment, c'est finalement l'efficience, on va dire, des moteurs qui déjà été un élément important. Ensuite, on a travaillé sur la régénération, c'est-à-dire qu'on arrive à régénérer et réinjecter du courant. Donc ça, on le fait notamment dans des grands bâtiments tertiaires aussi. On sait que c'est important. Dans des tours, notamment, où on a vraiment de la puissance régénérée qu'on peut réinjecter et qui n'est pas neutre, qui peut faire fonctionner plein de choses dans une tour. On a travaillé sur l'électrification, nos ascenseurs, des choses comme ça, sur des mises en veille un petit peu plus poussées aussi. Une mise en veille d'un ascenseur, ça diminue par 2 la consommation énergétique à un moment T, par exemple, à un moment M, pardon. Donc c'est vraiment important. Et si on en vient aussi au sujet du tertiaire, on n'en trouve pas en France, parce qu'en France, c'est pas un pays de bâtiments de grande hauteur. Il y a la défense, c'est vrai, mais finalement, les ITGH sont assez peu nombreux. Mais si on regarde un petit peu hors de nos frontières, sur des bâtiments qui font 300 mètres de hauteur, il y en a quand même pas mal, pas dans nos latitudes nécessairement. Connaît à remplacer les fameux câbles en acier par des câbles en carbone. Donc ça, typiquement, c'est beaucoup plus léger et ça permet de consommer beaucoup moins d'énergie. Donc ça s'appelle l'ultra-rope et c'est quelque chose que Connaît, par exemple, souhaiterait démocratiser à l'avenir. Mais pour venir au sujet plus concret en fait, du tertiaire aujourd'hui, le principal engagement de Connaît aujourd'hui, c'est sur les fiches PEP. Donc en fait, lorsque effectivement un bâtiment tertiaire ou pas d'ailleurs doit être aujourd'hui conçu, donc il y a effectivement la RE 2020 impose un objectif de bilan carbone et un objectif de consommation énergétique. Et on s'est rendu compte, parce qu'on ne le savait pas au préalable, lorsqu'on a construit ces fiches PEP, qui sont certifiées, qu'on doit revalider tous les 5 ans, qui sont déposées sur une base officielle du gouvernement, on s'est rendu compte en fait qu'on avait une bonne surprise puisqu'on avait moins 43% de bilan carbone sur nos ascenseurs par rapport à la fédération des ascenseurs qui donne une valeur par défaut. Donc c'était une surprise intéressante et on sait que pour en avoir discuté avec Jérôme, que chaque pourcentage et chaque tonne de gagné sur un projet, c'est important. Donc chez Connaît, je vous dis, c'est à peu près entre 11 et 12 tonnes. Ça va dépendre des niveaux, bien évidemment. Mais en tout cas, on sait qu'on peut apporter de la valeur à nos clients sur notre lot, d'ores et déjà. Grâce à ces fameuses fiches PEP, c'est ça PEP, c'est FDES. C'est FDES pour plein d'autres sujets. PEP, c'est... Passeport éco-produit. Voilà, passeport éco-produit. Est-ce qu'on peut aller plus loin que les fameux 43% ? Est-ce qu'on peut encore innover ? C'est une fausse question, c'est une question ouverte, parce que je pense qu'on peut toujours. Mais... Je pense, en tout cas, comme je vous le disais, comme Connaît veut diminuer de 40% son scope 3 d'ici 2030, on s'y emploie. Aujourd'hui, 80%, on va dire, sur les 11 tonnes dont je vous parle, il y a 8 tonnes, c'est la fabrication. Après, tout ce qui est le transport, etc. Donc chez nous, c'est vraiment la fabrication qui est importante. Donc plus on va sélectionner des fournisseurs en utilisant des matériaux qui sont déjà recyclés, plus on va transformer nos usines en électricité verte, plus on va travailler sur le packaging. Alors on a un peu les cousins d'IKEA, on essaye un petit peu d'optimiser le packaging de nos ascenseurs pour qu'ils arrivent sur site, sur chantier, avec le minimum de place et le minimum de colis. C'est toutes ces choses-là en fait, qui font qu'on va arriver à descendre encore, sans arriver au zéro, mais en tout cas on y travaille fort, on y travaille dur. Alors pour compléter ce que dit Romain, je pense que l'innovation, on a un contexte fort. Jérôme en parlait, le contexte est fort et il nous pousse à continuer à innover. Donc, à n'en point douter, l'innovation, elle va continuer. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'aujourd'hui, que ce soit en phase très en amont, donc avec nos partenaires, ou que ce soit en phase de réalisation, puis après, en phase de suivi aussi, il y a une vraie conscience qui s'établit et une vraie vision à long terme qui est en train de se mettre en place, qu'on avait peut-être moins avant entre un promoteur et puis ensuite derrière un property manager, un facility manager, enfin un exploitant. Aujourd'hui, il y a une vraie continuité qui est en train de se mettre en place et ça, je pense que c'est extrêmement vertueux parce que ça nous permet justement de prévoir de l'innovation qui va durer dans le temps. On est dans le thème de la durabilité, donc ça tombe bien, mais surtout qui va apporter en fait une vision très en amont de ce que va coûter un bâtiment.
Et aujourd'hui, je crois qu'on est dans le thème de la rénovation du bâti, la rénovation du bâti qui va amener toutes ces questions-là et nous faire progresser aussi, puisque, il faut le savoir, finalement, la rotation des bâtiments en France est assez faible. Quand on regarde le parc immobilier français et les actifs, la rotation est faible tous les ans. Et donc, si ce qu'on construit maintenant, c'est grosso modo les objectifs qu'on souhaite atteindre dans 30 ou 40 ou 50 ans. Et ça, c'est important d'en avoir conscience dès maintenant. C'est pour ça que quand on parle de responsabilité et d'éco-construction, et j'aime bien cette notion de partenariat qu'on est en train d'évoquer avec beaucoup d'entreprises, c'est de dire, ben oui, on bâtit ensemble le futur, et c'est le futur de nos enfants et des générations futures. Ce qui est un enjeu fort et qui responsabilise un peu effectivement tout le monde. Il y a un élément qu'on n'a pas évoqué sur le neuf, c'est l'innovation permise par le numérique quand même, par le côté connecté de vos ascenseurs. Est-ce que vous voulez en dire un mot, Julien? Oui, je vais pouvoir répondre à cette question. En fait, comme nos ascenseurs sont nativement connectés aujourd'hui, on est en capacité de faire le lien avec d'autres équipements techniques et on peut mettre des scénarios en place pour se dire que tel étage, les gens arrivent à 8 heures et à un autre étage à 9 heures. Donc on est en capacité de connecter avec d'autres équipements techniques et de se dire la climatisation, on l'allume qu'à 8 heures et pas à 7 heures, et donc on a un gain énergétique derrière. Donc c'est ce que disait tout à l'heure Romain, c'est qu'effectivement l'ascenseur est la colonne vertébrale et va pouvoir communiquer avec d'autres éléments techniques. Et ça, c'est vraiment le futur. On le fait déjà, mais ça va se développer vraiment dans les années à venir. Intégré comme une domotique comme à la maison, tertiaires, effectivement, ouais. vous partez de la maison, on sait qu'on part, vous mettez, ça ferme les volets, il y a l'alarme qui s'allume, et ben là ça sera la même chose dans le bâtiment, mais ça allumera la clim au bon moment et ça l'éteindra au bon moment. On peut aussi penser aux éclairages par exemple. Donc voilà pour les enjeux dans le neuf, mais vous le disiez effectivement, peu de rotation, donc peut-être une nécessité de se poser une question aussi sur comment réhabiliter, comment rénover le parc existant. Un élément, Jérôme Bertrand, ou peut-être une question un peu provocatrice, est-ce que finalement il faut continuer à faire du neuf ? Bonne question. Non, mais pour reprendre ce que disait Mathieu, c'est vrai que le neuf d'aujourd'hui, ce sera les rénovations dans 30 ans, donc on ne peut pas louper la phase du neuf, il y en aura toujours, on peut toujours discuter de la part qui doit y en avoir. Par contre, ce qui est quand même assez sûr, c'est que le sens de l'histoire tourne autour de la rénovation. On parle de zéro artificialisation nette ou d'étalement urbain, donc ça nous oblige à aller regarder de manière un peu plus attentionner ce qu'on fait aujourd'hui en termes de rénovation, qui n'est pas simple. On récupère des bâtiments amiantés, donc en fait, il y a des problématiques de changement d'usage aussi qui ne sont pas évidentes à traiter. Donc le neuf a quelque part aussi une raison de, je vais être provocateur en retour, une raison de facilité aussi pour la plupart des promoteurs ou des constructeurs, parce que mettre un objet de désir, comme le disait tout à l'heure Mathieu, dans un écrin qui existe déjà, c'est pas forcément très facile à faire. Néanmoins, environnementalement, ça a été prouvé depuis des années. Ce qui est sûr, c'est qu'à ISO-objet à la fin, il n'y a pas photo entre la partie de la rénovation et de la partie du neuf. Donc, pareil, on voit bien au sens de nos clients ou au sens des communes que le sens du vent va clairement sur un renforcement de la part de la rénovation. Ce n'est pas la mort du neuf. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va demander. Le neuf est aujourd'hui soumis à une réglementation pour lui demander de faire mieux parce qu'il existe et qu'il faut absolument arriver à construire bien tout de suite parce que c'est les bâtiments qui vont rester pendant 30 à 50 ans. Par contre, on a vraiment une attention de plus en plus forte autour de la rénovation, à la fois réglementairement, c'est en train d'arriver, et puis sociétalement et environnementalement. Vous disiez effectivement le neuf, c'est la solution de facilité. C'est peut-être aussi parce que c'est moins cher, parce que la rénovation coûte cher. Finalement, il y a aussi quand même cet aspect-là. C'est un peu le nerf de la guerre, le côté financier aussi. Le truc, c'est qu'en fait, on adapte encore une fois. Oui, on cherche quand même à adapter un bâtiment qui existe à travers un usage qu'il faut avoir. On fait souvent des études de faisabilité au départ. L'aspect du prix, ce n'est pas le seul driver qu'il faut avoir en tête. Il y a vraiment des notions de montage derrière qui font que c'est plus facile de partir d'une page blanche que d'une page qui existe déjà. Donc, étant donné ce point de départ, effectivement, tout le monde a tendance à aller un peu plus facilement vers les aspects de neuf, parce que c'est pas simple, mais je suppose que j'étais provocateur en le disant, mais il faut reconnaître que c'est plus facile de développer une opération en neuf que de développer une opération en réhabilitation. Il y a des points d'arrêt qui sont beaucoup plus importants en rénovation, l'aspect de l'amiante en est un, les contraintes environnementales et les contraintes urbanistiques qu'on a aujourd'hui en font partie également.
En fait, ce qu'il faut faire aujourd'hui, finalement, c'est essayer d'améliorer la durée de vie des équipements, de rallonger, finalement, comme on le fait pour le parc nucléaire français, la durée de vie de nos bâtiments. C'est ça l'enjeu aujourd'hui, Mathieu ? Oui, il y a un bel enjeu. Alors, je rebondis juste sur ce que disait Jérôme. Moi, je pense que le neuf, c'est un formidable terrain d'expérimentation. Il est effectivement moins contraint que les bâtiments existants. Donc, en termes d'expérimentation pour nos architectes, pour nos promoteurs, pour nos entreprises générales, je pense qu'au contraire, c'est formidable de pouvoir continuer. Et en même temps, il est source de solutions pour l'avenir. C'est-à-dire qu'on le voit bien aujourd'hui, nous, les ascenseurs qu'on remplace dans l'existant, ce sont les ascenseurs en fait de nouvelle génération. Donc, ce sont les mêmes ascenseurs qu'on installe dans les bâtiments neufs qui vont venir remplacer le parc existant. Et donc, on capitalise sur ce qu'on est capable de créer, de développer dans nos usines et pour l'adapter à la rénovation du bâti. Donc, moi, je pense et j'en suis convaincu que le neuf, c'est un formidable moteur. Après, derrière, évidemment, cette conscience de dire, on a beaucoup parlé d'obsolescence des pièces ces dernières années, d'obsolescence programmée et autres. Je pense qu'on a passé un cap, on est au contraire dans une responsabilisation et une vision à beaucoup plus long terme et d'être en capacité de dire, non, aujourd'hui, on cherche à avoir dans la vie d'un bâtiment une maintenance qui est programmée, qui est analysée, qui est quantifiée. Ça, c'était le BIM qui nous a permis cette avancée et qu'on utilise aujourd'hui, nous, sur les composants d'ascenseurs pour tracer des durées de vie. Et grâce à la maintenance prédictive dont parlait Julien, aujourd'hui, les ascenseurs connectés s'ouvrent à une nouvelle ère. Et là, on est vraiment dans la data au service, en fait, de l'humain. C'est ce que j'aime bien dire. C'est-à-dire qu'on va être en capacité de prédire des aléas. Et la prédiction de ces aléas, elle va nous permettre évidemment de prolonger le cycle de vie des éléments, puisqu'ils seront moins traumatisés, etc. Et donc, ça, c'est une recherche permanente qu'on a effectivement dans l'exploitation de nos équipements. Oui, donc travailler à la durabilité donc, via la maintenance prédictive, ça veut dire quoi? C'est toujours plus de connectivité finalement, comme le disait Mathieu, Julien? Oui, effectivement, comme je disais il y a quelques minutes, les ascenseurs KONE sont nativement connectés. Donc dans la partie neuve, mais aussi dans la partie remplacement ou modernisation d'ascenseurs. Donc tous les ascenseurs aujourd'hui que nous remplaçons, que nous modernisons, ont ces technologies embarquées. Et donc ça nous permet d'avoir de l'intelligence artificielle et donc de mieux planifier ce qu'on fait dans le bâtiment. Tout à l'heure, j'expliquais sur les scénarios qu'on pouvait mettre en place. Donc oui, ça nous permet d'avoir un gain énergétique grâce aux ascenseurs connectés. Mais à un moment donné, pour que nos ascenseurs soient plus éco-performants, il faudra les moderniser ou les remplacer. Parce qu'aujourd'hui, le parc ascenseur, en France en tout cas, pour la majorité, a plus de 30 ans. Donc là, on va rentrer dans une phase de rénovation, de modernisation d'ascenseurs. Et donc, ça va nous permettre de les rendre plus éco-performants. Romain, tout ce qu'a expliqué Romain tout à l'heure sur la régénération, les moteurs qui sont moins énergivores, tout ça, c'est les technologies qu'on met en place dans le remplacement complet ou dans la modernisation. Donc, on est dans cette phase-là. Parce que même si on fait une maintenance bien adaptée grâce à l'intelligence artificielle, à un moment donné, il faut remplacer vos ascenseurs parce qu'ils sont vieux. C'est comme votre voiture. Ils ont 30 ans. À un moment donné, il faut les remplacer. Même si aujourd'hui, les ascenseurs que KONE met en place sont vraiment durables et ready pour le futur puisque connectés nativement. Mais il faut y arriver pour avoir avoir des ascenseurs plus éco-performants. Et puis à un moment donné, il faut aussi se poser la question, quand on démonte les ascenseurs, eh ben, il faut aller un peu plus loin. Et donc là, KONE est le premier ascensoriste en tout cas à mettre l'économie circulaire au cœur de ses offres. Donc l'économie circulaire, c'est assez simple, c'est redonner une seconde vie aux composants ascenseurs dans l'industrie de l'ascenseur ou dans une autre industrie pour abaisser l'impact carbone. Vous me donnez une transition toute trouvée effectivement vers un troisième élément important, au-delà effectivement du neuf et de l'innovation qui permet de réduire son impact carbone, au-delà de l'aspect maintenance qui permet effectivement d'allonger la durée de vie, mais également peut-être d'améliorer vos process de maintenance. Il y a l'économie circulaire, il y a l'idée que finalement le levier, ce serait peut-être ça demain, aspect recyclage, réutilisation des matériaux. Ça, c'est désormais totalement intégré dans vos activités chez KONE ? Oui, alors, il y a une différence entre le recyclage et la réutilisation. Le recyclage, on le fait déjà depuis très très longtemps. Aujourd'hui, ce qui se passe quand on démonte un ascenseur pour le remplacer par un nouveau, on le démonte, on le trie et après c'est recyclé. Et là, ce que nous, on intègre aujourd'hui, c'est la réutilisation de ces matériaux dans l'industrie de l'ascenseur ou dans une autre industrie. Donc ce qu'on fait aujourd'hui, c'est dans toutes nos offres, depuis le 1er décembre, on est le premier ascensoriste à mettre cette option économie circulaire dans l'ensemble de nos offres, mais ça change nos méthodes de travail. Parce qu'avant,
Pour faire clair, quand on démontait un ascenseur, on démontait de manière vulgaire. On démontait rapidement, on triait. Aujourd'hui, pour pouvoir réutiliser les composants d'ascenseur, il va falloir qu'on les démonte proprement pour avoir la possibilité de les réutiliser. Donc aujourd'hui, on va plutôt démonter au tournevis pour pouvoir récupérer ces pièces-là, pour pouvoir les mettre sur une marketplace et leur redonner une seconde vie. Et nous, chez Kone, on a travaillé avec des marketplaces spécialisés dans cet environnement-là. Et on a aussi pensé en interne à réutiliser des pièces ascenseurs pour de la réparation sur de la maintenance. Typiquement, quand on va démonter des cartes électroniques ou des variateurs de fréquence qui sont des pièces ascenseurs, on va nous les démonter proprement, les réinjecter dans notre chez Kone pour pouvoir les réutiliser sur un autre ascenseur. Typiquement, je démonte un ascenseur ici aujourd'hui, je garde ces pièces et ils vont pouvoir être réutilisés peut-être à Marseille. En tout cas, ça permet d'abaisser l'impact carbone. Après, on a d'autres idées sur des choses des pièces qu'on ne peut pas réutiliser dans l'ascenseur. Typiquement, je vais vous donner 2 exemples. Les éclairages, on a des éclairages dans les machineries ou dans les gaines. On peut les démonter proprement et les réutiliser dans un autre local technique. On peut penser aussi aux câbles de traction qui permettent de tirer les ascenseurs. On ne peut pas les réutiliser dans l'industrie ascenseur, mais on est en capacité de les réutiliser peut-être sur les toits. On est obligé aujourd'hui de mettre des garde-corps. Donc pourquoi pas réutiliser ces câbles-là pour faire ces garde-corps-là. Donc on travaille vraiment pour avoir un démontage propre, pour pouvoir réutiliser ces pièces-là et leur donner une seconde vie et abaisser notre impact carbone. Démonter au tournevis, ça veut dire que ça prend plus de temps et qu'il faut plus de compétences? Alors, il faut plus de compétences et plus de temps. C'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on construise ça avec nos clients parce que ça a un impact aussi sur le délai du chantier. Et c'est typiquement ce qu'on a fait avec l'Opéra de Lyon. On est passé dans cette démarche-là et l'Opéra de Lyon ont choisi de travailler avec l'économie circulaire avec Kone. Alors justement, Damien Groll de l'Opéra de Lyon devait être avec nous ce matin, mais il n'a pas pu quitter Lyon. Mais on a quand même son témoignage en vidéo à vous proposer, effectivement, après une collaboration de démontage au tournevis, donc des anciens ascenseurs de l'Opéra de Lyon. On regarde ça. Nous sommes ici à Lyon, à l'Opéra de Lyon, pour un remplacement de 5 ascenseurs. Ce projet est un projet à part parce que c'est un projet pilote autour de l'économie circulaire. Nous, aujourd'hui, on est engagé vraiment dans une démarche de développement durable. On s'engage sur l'ensemble de nos contrats, dans les contrats de maintenance ou également dans la rénovation. Le projet consiste à remplacer 4 ascenseurs et un banc de charge dans la partie bureau et entrée des artistes de l'Opéra de Lyon. Il y aura donc des phases de démontage, montage, avec beaucoup de contraintes, notamment liées aux répétitions de ces artistes. L'Opéra de Lyon, c'est un bâtiment emblématique de la ville de Lyon, en face de l'hôtel de ville. C'est un ERP de première catégorie. L'Opéra de Lyon, on aime à dire que c'est une fourmilière, parce que ça rassemble environ 450 artistes, techniciens, personnel administratif. Kone, de par son appel d'offres, a répondu à 2 enjeux, la fiabilité des machines et le réemploi, avec la mise en place d'économies circulaires pour pouvoir réutiliser les différents matériaux. L'économie circulaire, en fait, c'est le réemploi des composants qui seraient jetés habituellement. Il y a énormément de matériaux qu'on peut récupérer. Je pense notamment aux cartes électroniques, aux guides cabine et contrepoids de moins de 2 mètres, aux câbles de limiteur, aux câbles de traction. On a plus de 3 km et une demi-tonne de ces câbles-là. Et donc finalement une centaine de composants à réutiliser ou réemployer. Les composants doivent être identifiés, démontés proprement suivant des procédures adaptées, triés et stockés. Alors comment ça se passe? Tout simplement, on prend des photos, on fait des descriptifs des différents matériaux ciblés, et on met en ligne sur la plateforme. Grâce à la mise en vente en ligne de ces matériaux via la plateforme CycleUp, ces matériaux auront une seconde vie. Les potentiels acheteurs seront des acteurs des métiers de la construction et peut-être même des ascensoristes. Kone a su adapter ses opérations en fonction de nos contraintes de répétition et de spectacle. Le travail de collaboration, il s'est fait vraiment en amont des travaux et on peut remercier Kone de la prise en compte de nos contraintes. On doit minimiser au maximum le dérangement lors des phases de démontage, puisqu'il y a des artistes qui répètent. Cette organisation, c'est beaucoup d'adaptation, énormément de précautions. C'est aussi cibler les matériaux qu'on veut récupérer ou réemployer, tout en respectant des délais toujours serrés. Kone est engagé dans le développement durable depuis de nombreuses années. Ce projet autour de l'économie circulaire est quelque chose de nouveau dans notre activité d'ascensoriste. Kone propose aujourd'hui cette solution aux clients qui le souhaitent. La pratique requiert un mode opératoire particulier, ce qui engendre une charge de travail supplémentaire. Tous les matériaux ne sont pas réutilisables.
Je pense évidemment aux composants de sécurité, notamment. Ceux-ci sont plus recyclables. Et d'autres seront traités selon la norme ISO 14001. Ce qui vient compléter cette solution proposée, c'est l'installation de nos nouveaux ascenseurs KONE DX qui sont éco-efficients et dont l'empreinte carbone est très favorable. En conclusion, cette opération s'est menée en véritable partenariat. On se retrouve avec des machines aujourd'hui beaucoup plus fiables qui nous facilitent l'exploitation de notre bâtiment et KONE a su prendre en compte nos enjeux environnementaux en réduisant l'impact carbone. La réduction de la production de déchets fait partie de notre stratégie. Nous serons capables de faire encore mieux dans un futur très proche. KONE est en progrès constant. Alors tout est presque dit dans cette vidéo. Effectivement, on voit que ça fonctionne parce qu'il y a eu beaucoup d'agilité, beaucoup de concertation en amont et qu'il y a aussi, on le disait au début de cette table ronde, hein, que tout le monde a été embarqué finalement dans l'idée que l'impact environnemental, ça fait partie maintenant intégrante finalement des décisions, même en termes de business. Hein. Donc ça a été quoi le mode opératoire là, sur l'Opéra de Lyon? Comment ça s'est passé de votre côté? On a discuté longuement avec le client pour savoir, alors c'est ce qui est dit un petit peu dans la vidéo, mais c'est vrai que c'est une contrainte parce que l'opéra, il y a beaucoup de répétitions et il faut que les appareils soient toujours disponibles. Donc on a dû co-construire avec lui et incorporer cette économie circulaire parce que comme on le voit dans la vidéo, en termes de démontage, et ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est quand même beaucoup plus long. Donc il faut quand même prendre ça en compte et bien phaser avec le client, le co-construire avec lui, savoir où il veut aller, comment il veut aller. Et ensuite, ils ont aussi, eux, des enjeux dans leurs critères d'attribution de ces dossiers-là, l'impact environnemental. Donc c'est là où nous, on a fait la différence avec l'économie circulaire, parce qu'on est le seul ascensoriste à pouvoir le présenter. Et aujourd'hui, le chantier est quasiment terminé. Il y a 5 ascenseurs à remplacer. On est sur la dernière partie. On a pu réutiliser un certain nombre de pièces qu'on a réinjectées nous en interne chez KONE, notamment tout ce qui est carte électronique et variateur de fréquence. C'est prêt et donc on va pouvoir les réutiliser. Mais ça a été beaucoup plus long et la co-construction est vraiment importante avec nos clients pour leur expliquer ce qu'on va faire exactement et quel est l'impact pour eux en termes d'écologie. Oui, sachant qu'il y a un troisième acteur, Mathieu, dans l'histoire, c'est la ville de Lyon et que les villes qui gèrent ce type de bâtiments sont aussi très attentives à cette question de l'impact environnemental aujourd'hui. Ouais, c'est intéressant de le souligner parce qu'aujourd'hui, on a parlé de la commande privée. Et là, on a un exemple flagrant de commande publique. Donc, on voit que les collectivités sont extrêmement attentives aujourd'hui dans leur cahier des charges, dans leurs appels d'offres, aux réponses qui vont être apportées. Donc, on savait que la partie RSE, vraiment, ces dernières années, avait pris de la place. Et en fait, maintenant, on s'aperçoit que l'économie circulaire est en train aussi de changer en fait, les façons de répondre aux appels d'offres et que les entreprises qui ne seront pas capables dans le futur de proposer une solution concrète se retrouveront peut-être écartés, ou en tout cas auront un avantage concurrentiel moindre sur la place. Donc ça, c'est extrêmement intéressant de voir que la commande publique, elle est aussi porteuse de ces sujets et qu'elle va amener de l'innovation et elle va amener les entreprises forcément à se remettre en question, à travailler ensemble, à trouver des solutions, parce que quand on parle de commande publique, on peut parler de PPP aussi avec des entreprises privées, de manière à amener une solution complète. Et l'intérêt du PPP, c'est que justement, il y a la phase de construction, mais il y a la phase d'exploitation aussi derrière, souvent qui entre en ligne de compte. Et là, on arrive à une solution qui est beaucoup plus globale. On peut peut-être boucler la boucle finalement avec cette question d'économie circulaire, c'est-à-dire que vous êtes en capacité, on l'a vu, de démonter au tournevis, de récupérer des pièces d'usure. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire du neuf tout simplement avec ces pièces d'usure? Est-ce que c'est possible ça, Jérôme? C'est le Graal. C'est vrai qu'il y a quelques années, en fait, on prenait des pièces, on démontait l'ascenseur, on disait « Oh bah tiens, elle est neuve, mais on la jette quand même ». Effectivement, avec la connaissance qu'on a de manière générale, mais c'est vrai que KONE est quand même assez exemplaire là-dessus, mais il y a une forme de théorisation aujourd'hui autour de la durée de vie des pièces, et donc justement, ça commence à être de moins en moins dans l'air du temps de démonter quelque chose en se disant « Tiens, je découvre que cette pièce-là est encore bonne et que je pourrais l'utiliser ailleurs ». Mais pour l'instant, cette part de fléchage des démontages se passe d'une opération qui était neuve il y a quelque temps et qui, au moment du démontage, va aller alimenter des pièces de maintenance et de réparation.
Donc on va plutôt dans le cycle du neuf vers la maintenance. L'attente de nos clients aujourd'hui, c'est clairement de boucler la boucle. C'est-à-dire qu'en fait, de pouvoir réinjecter, alors nous, sur nos marchés à nous, on a un feu assez nourri autour du réemploi. Donc vraiment le fait de prendre une pièce et de la mettre poste pour poste au même endroit dans d'autres choses. Donc pour nous, l'économie circulaire, c'est 3 piliers. On parlait des 3 grâces tout à l'heure, mais c'est 3 piliers entre le recyclage, la réutilisation. Donc la réutilisation, c'était l'exemple avec les câbles qui vont dans une autre filière pour un autre usage, et le réemploi, c'est quasiment du poste pour poste. Ce qui est sûr, c'est que l'attente de nos clients, et pas que pour les attentes de manière très générale, elle va vers le fait de pouvoir réemployer des matériels ou des matériaux, ce qui n'est pas pour s'imposer des grosses difficultés par rapport, encore une fois, à ces côtés très écosystémiques. Oui, c'est ça, le côté réemploi, c'est possible aujourd'hui, Julien ou... Il y a certaines contraintes, certaines pièces qu'on ne peut pas réutiliser, notamment des éléments de sécurité, en tout cas dans l'ascenseur. Et puis après, on a une certification CE quand on est en remplacement complet d'ascenseur. Donc on a aussi certaines contraintes liées aux normes. Mathieu, effectivement, c'est un truc qu'il faut faire évoluer. Pardon, je vous donnerai la parole après. C'est cette question des normes. C'est peut-être ça aussi qui bloque un peu l'innovation aujourd'hui. Ça c'est une bonne question. C'est vrai que la question de la réglementation, de la certification, ce sont des questions qui peuvent être contraignantes. Par le passé, on l'a vu dans nos façons de construire. Ça a plus contraint les architectes et les promoteurs qu'autre chose. Donc aujourd'hui, on entre dans une nouvelle ère où on va avoir besoin de souplesse. On parlait d'adaptabilité, d'agilité. Cette souplesse-là, on va en avoir besoin. Donc, quand on parle d'écosystème de partenaires et de solutions écosystémiques, on va avoir besoin certainement des législateurs, des assureurs en termes de garantie, etc., pour nous amener aussi de nouvelles solutions, de nouveaux labels, une nouvelle façon en fait de pouvoir entreprendre ce que disait Jérôme, c'est-à-dire boucler la boucle. Un nouveau cadre normatif, c'est ça? Vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, Jérôme? non, j'étais dans cette lignée-là. C'est la difficulté qu'on y voit aujourd'hui, mais qui est aussi force de plein d'espoir. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, sur le mouvement général. On est, nous et les ascensoristes, encore mieux. C'est-à-dire qu'en fait, la part d'auto-certification qu'ils ont, la connaissance hyper approfondie de leur matériel, fait que on est tous assortis à cette notion de fiabilité. Personne n'a envie de prendre un bâtiment dont les ascenseurs ne marchent pas ou qui s'écroule au bout de 3 minutes 20. Une fois qu'on a dit ça, tout le monde a aussi envie de faire du réemploi. Et donc, en fait, il faut qu'on arrive à matcher le fait de faire quelque chose qui soit fiable, parce que ça reste quand même une demande, désirable, de manière très claire, avec des choses qui sont d'occasion. Et ça, cette équation-là, aujourd'hui, dans un aspect normatif, la norme aujourd'hui, et je vais juste parler de l'assurance juste après, mais la norme, en fait, elle est basée sur des éléments qui sont neufs et qui sont caractérisés. Et en fait, quand on récupère des éléments d'occasion, la question, c'est comment on les caractérise. La notion du CE, elle est toujours intéressante, et moi, c'est des points que j'ai toujours en challenge par rapport à des techniciens purs, comme le sont les gens de Kone, mais aussi d'autres. C'est de dire, finalement, dans la mesure où vous connaissez parfaitement votre matériel, dans quelle mesure on est capable d'apporter une part de souplesse là-dedans, parce que toutes les normes, aujourd'hui, elles ont été faites avec des produits neufs. Mais toute la tendance, aujourd'hui, va vers la réutilisation. Sauf qu'il faut un moment qu'on arrive à avancer. Donc, au lieu de faire s'affronter ces deux mondes, c'est clairement une demande de nos clients, et c'est une aspiration de matcher ces paradigmes. Et donc, il faut trouver des voies d'inventivité, des voies de création qui nous permettent en fait de rester dans les cadres normatifs, mais de mettre plus d'économie circulaire. Mais entre deux, c'est la gestion du risque. C'est ça, en fait. Il y a la gestion du risque et puis il y a la question de la gouvernance, parce que pour arriver à faire converger, si on n'arrive pas à répondre rapidement à cette question, et qui est là pour quel organisme pour arriver à piloter tout ça et à nous orienter tous dans le même sens, ce sera compliqué. Ouais. Julien, vous vouliez dire un mot? Ça a été dit, non. On va lancer peut-être les questions à la salle avant de conclure cette table ronde. Si vous avez quelques questions à poser, c'est maintenant. Est-ce qu'il y a un micro qui peut se balader ou j'en donne un? Ouais. Bonjour, merci, parce que c'est assez intéressant. Et le fait de voir aussi par le prisme d'un aspect du bâtiment qui est l'ascenseur, ça donne aussi des clés intéressantes. Je me demandais, en fait, dans le moment de la conception où vous faites des simulations d'impact carbone de vos ascenseurs, là, vous avez encore la main, donc vous pouvez effectivement imaginer quelle va être la consommation carbone de ces ascenseurs. En revanche, une fois que le produit est livré, est-ce que vous avez aussi un retour d'expérience de la consommation carbone réelle des produits installés? Et si vous l'avez, est-ce que vous avez déjà une vision sur les quelques opérations que vous avez pu faire d'écart réel entre les simulations et l'usage effectif de l'ascenseur, par exemple? Qui veut répondre? Romain? Bien répondre. Effectivement, aujourd'hui, sur les nouveaux ascenseurs dont on parlait, ou
Comme je vous le disais, en fait, la fabrication, c'est 80% du bilan carbone. Après, on doit regarder la consommation d'énergie. On sait aujourd'hui que, de base, un ascenseur, lorsqu'il est en mode veille, va consommer à peu près 4% du mètre carré, enfin 4% des émissions de CO2 au mètre carré d'un bâtiment qui est donné. Après, ce que l'on sait aujourd'hui, c'est qu'on fait des remontées aussi avec la GTB et des éléments de supervision où l'on a une idée en fait après de la consommation réelle des ascenseurs. Alors elle est très variable en fonction des bâtiments collectifs de logement classiques et des bâtiments tertiaires. Ce qui est plus difficile à mesurer en réalité pour nous, c'est lorsqu'il y a aussi la notion de régénération qui est faite. Parce que la régénération, ce qui est assez courant dans les bâtiments tertiaires, elle doit être aussi... il faut que le réseau soit aussi en capacité d'absorber cette régénération. S'il n'est pas en capacité, nous on la grille. En fait, on a des systèmes, des systèmes de résistance qui font qu'on va la dissiper, des bandes de dissipation. Et c'est ça qui fausse un peu le calcul, parce que la puissance de la régénération peut être très très forte dans des bâtiments de grande hauteur. Donc pour répondre à votre question, on est à peu près, comme je vous le dis, on est à peu près à 4% dans l'ascenseur en veille. Lorsqu'il est en activité, il est plutôt autour de 8%. Mais derrière, on a des éléments qu'on reporte à nos clients sur la consommation unitaire de nos appareils. Ça nous est surtout de plus en plus demandé aujourd'hui. Ouais, tout à fait. Mathieu. Je veux bien compléter, parce qu'après, il y a la partie exploitation. C'est aussi une partie intéressante de votre question. Derrière, la partie exploitation, quantifiée à l'unité, ce n'est pas forcément évident. Après, par contre, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on essaie de mettre en place des solutions pour réduire en permanence l'empreinte carbone. Quand on parlait tout à l'heure de maintenance prédictive, la faculté d'anticiper des aléas, c'est une façon de répondre à l'empreinte carbone, et en tout cas de la réduire. Si on est capable de diagnostiquer en amont, d'intervenir avant un aléa quel qu'il soit, de confort, de sécurité, une panne complètement, on économise au niveau des temps de trajet de nos techniciens, etc. Donc là, clairement, sur l'exploitation, on a ce souci de diminuer au maximum. Puis, on disait c'est un terrain d'innovation le neuf, mais du coup, les métiers du service le sont aussi. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, quand un technicien commande une pièce chez Kone, il est livré de nuit directement dans son véhicule, ce qui lui évite d'aller sur un entrepôt, récupérer, etc., perdre du temps. Donc on augmente la réactivité. L'idée, c'est d'augmenter la qualité de service par tous ces outils, mais d'avoir en permanence ce souci de comment on arrive à réduire l'empreinte carbone, l'électrification de la flotte automobile, etc. Ce sont des éléments qui sont forts pour continuer à le restreindre. L'étape à venir, vous avez raison, c'est une bonne question, c'est d'arriver à le quantifier précisément. C'est-à-dire que ce qu'on sait faire, c'est on le quantifie d'une manière un peu macro. Demain, il faudra arriver à la quantifier d'une manière un peu plus micro. Et pour ça, Romain en parlait, quand on maîtrise tout le cycle d'un ascenseur, de sa fabrication, son exploitation jusqu'à son remplacement, c'est plus simple que quand on intervient sur un parc existant, où là, on a des données qui sont des données du passé et qu'il faut utiliser. En fait, notre action, elle est plus limitée sur la partie service, maintenance, réparation et modernisation. Je vais boucler le cycle de vie, rigolons. Dans la 15804, effectivement, vous avez ciblé la partie de la construction. Dans le module B de la 15804, on a l'exploitation et l'utilisation en énergie. Puis il y a le module C qui est la partie de recyclage et de fin de vie. C'est ça qui fait le cycle de vie. Et en fait, ce qu'on constate aujourd'hui aussi dans les travaux qu'on mène et puis que beaucoup d'industriels mènent aussi, c'est-à-dire en fait la consommation au départ, on voit bien qu'en fait aujourd'hui, il faut arriver à faire des efforts. Donc en fait, on a aussi tendance à dire, bah tiens, j'ai une bêtise, faisons des ascenseurs en bois ou des ascenseurs en chewing-gum. Bon, ok, comme ça, tiens, j'ai diminué à fond mon empreinte sur la partie A. Mais en fait, si d'un autre côté, je me fais un baiser empoisonné parce qu'en fait, je suis en train de détériorer complètement la partie d'énergie ou du cycle de vie derrière, ça veut dire qu'au global, sur la totalité du cycle de vie, je suis nettement moins bon. Donc effectivement, la part qui est intéressante, c'est qu'on a tendance à mieux savoir ce qui se passe en module A, vous avez complètement raison, parce que c'est les usines de chacun des industriels, des fournisseurs, etc., que ce qui se passe dans la réalité du module B et du module C. Quand on est sur des 15804, en tout cas dans la norme française, on est sur des éléments qui sont plus vérifiés. Le greenwashing, aujourd'hui, il est plutôt pas trop mal interdit en France. Et en fait, quelqu'un qui commence à s'aventurer dans le terrain du carbone a intérêt de base, réglementairement, à savoir un peu ce qu'il raconte. Et pour éviter un peu de bashing sur LinkedIn, il vaut mieux être un peu assuré sur ce qu'on raconte derrière. Ce qui est sûr, c'est que, juste pour finir sur la partie du cycle de vie, ce qui est hyper important, c'est qu'on voit bien qu'on est à la fois impactant sur le fait de diminuer sur le module A, donc sur la partie de la construction, mais que ce n'est pas une raison pour faire n'importe quoi et pour abandonner les éléments d'amélioration de l'empreinte environnementale sur la réalité de l'exploitation et la réalité du fin de vie. D'autres questions ?
Bonjour, j'ai trouvé très intéressant l'exemple sur Lyon et j'avais une question sur le modèle économique de la réutilisation. Quel surcoût ça représente pour le maître d'ouvrage s'il y en a un, et est-ce que la revalorisation des produits que vous avez derrière, que vous revendez, ça permet de couvrir une part de ce surcoût-là? Oui, un surcoût. Après, ça dépend de l'opération, ça va dépendre du nombre d'ascenseurs, du type d'ascenseur, de ce qu'on va pouvoir réutiliser. Donc oui, parce que comme je le disais tout à l'heure, avant on démontait sommairement, pardon. Aujourd'hui c'est au tournevis. Donc forcément, il y a plus de temps, il y a un impact sur le temps. Donc s'il y a plus de temps, il y a forcément un coût. Sur la réutilisation des pièces, aujourd'hui, ça couvre effectivement une partie de la logistique qu'on doit mettre en place, notamment pour réutiliser ces pièces-là. Après, chez Kone, on a aussi décidé de ne pas récupérer les revenus de ces ventes-là pour Kone. On a décidé de faire un geste aussi pour la planète. Donc tous les revenus qui sont liés à ces ventes de pièces d'occasion, on a signé un partenariat avec Reforest Action où on reforeste des arbres localement. Donc en fait, nous on veut impulser en fait cette démarche-là en se disant on veut réutiliser ces pièces-là pour abaisser l'impact carbone, mais on veut aussi faire un geste pour la planète et donc on reforeste. Donc tous les revenus des pièces détachées qu'on réutilise et qu'on va revendre, ou d'autres pièces, sont pour Reforest Action, pour reforester à proximité du site. Moderniser. Ça va dépendre entre 5 et 15%. Ça dépend. Sincèrement, ça dépend du chantier, ça dépend de la taille de l'ascenseur, ça dépend de la hauteur, ça dépend de plein de choses. Donc c'est compliqué de répondre à ça. C'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, c'est de la co-construction avec nos clients. Et nous, en tout cas chez Kone, on fait du sur-mesure de la co-construction. Donc vous donner un prix là, ce serait pas intéressant. C'est vraiment au chantier qu'on travaille main dans la main avec nos clients. Alors, pour le moment, sur les projets, c'est plutôt anecdotique parce qu'en fait, on est vraiment au début de l'économie circulaire. Donc, si on pouvait réutiliser 90% des pièces de l'ascenseur, on serait vraiment content. Et là, il y aurait vraiment un profit. Aujourd'hui, ce que l'on fait avec l'économie circulaire, c'est qu'on se donne la capacité de démonter proprement pour pouvoir le revendre. Après, si personne nous l'achète, c'est un peu plus compliqué. Je donne souvent l'exemple il y a 2-3 ans, on n'achetait pas de téléphone reconditionné. Aujourd'hui, c'est vraiment dans l'air du temps. Donc, ça va monter aussi en puissance et on pense effectivement qu'il y aura des recettes beaucoup plus importantes. Aujourd'hui, le peu de recettes qu'on récupère sont pour Reforest Action et pour reforester à proximité du site. Une autre question. Sur les fameux 4%, c'était sur un bâtiment collectif moyen, c'était les kilowattheures, en fait. Oui, c'est ça. Ouais. Exactement. Mais ça, aujourd'hui, justement, maintenant qu'on est un peu plus avec la RE 2020 en décret depuis le 1er juillet 2022, c'est quelque chose qu'on va regarder d'un peu plus près. En fait, on s'y était intéressé que sur la partie logement, puisque c'était celle qui était réglementaire. Et on va étudier ça justement maintenant qu'on rentre un peu plus dans le vif du sujet, justement. Ouais. Pour apporter un élément de réponse complémentaire, mais c'est des choses qui sont quand même ultra variables. Nous, on a vu en reprise Covid, on suit aussi en consommation des bâtiments avec des typologies qui sont très très variées. Et en fait, vous prenez un bâtiment R+2 sur lequel les gens ont un peu l'habitude de monter à pied ou un bâtiment R+5 sur lequel les gens n'ont pas forcément envie. Ramené au kilowattheure mètre carré, on a des différences qui sont entre le simple et le triple. Donc il y a aussi des éléments sociaux, alors que l'ascenseur c'est le même. Enfin, au nombre d'étages près, bien sûr. Mais l'ascenseur c'est le même. Donc il y a aussi des éléments sociaux qui sont quand même assez importants. Juste pour rigoler 2 secondes, on a mis dans notre nouveau siège une campagne assez nudge pour inciter les gens à prendre l'escalier. Bon, ça va pas plaire à Kone ou ça plaira pour la diminution des consommations. Mais voilà, c'est juste pour vous dire que derrière, l'ascenseur est aussi un vrai lieu de vie quelque part et lié au bâtiment. Mais de manière assez générale, l'ascenseur ou tout le reste, en fait, c'est quand même lié à pas mal de conditions d'occupation derrière lequel la consommation énergétique n'est qu'une conséquence de ça. De l'efficience d'un côté, et puis on est là pour en parler aussi, une part de la sobriété aussi. Monter les escaliers, c'est pas mal. Pour ceux qui le peuvent. Encore une question? Oui. Juste, vous parliez tout à l'heure de changement de paradigme. Pensez-vous que dans un futur proche, vos clients vont non plus acheter vos biens pour en être propriétaires, mais tout simplement les louer? Est-ce que vous êtes dans cette dynamique de changement de business model où effectivement même l'économie circulaire,
la revente, le deuxième usage de vos ascenseurs pourrait s'inclure dans une démarche de location du matériel. Et question aussi annexe, justement, toutes ces normes ISO, est-ce que c'est un frein pour vous à ce changement de paradigme ou c'est quelque chose que vous êtes en cours d'anticipation? Merci. Là, ça va loin. Effectivement, c'est le paradigme peut-être plus. Enfin, tout est possible. J'ai envie de vous dire, aujourd'hui, on n'est pas à cette étude-là, d'allocation de nos équipements. Mais vous avez des pays en Asie où, vous savez, ils payent au trajet pour se déplacer, pour utiliser un ascenseur. Ça, c'est un nouveau paradigme. Est-ce qu'un jour, il arrivera en Europe? J'en sais rien. Mais en tout cas, le champ des possibles est énorme sur ces usages. Moi, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, il y a une autre nouvelle façon de penser les choses, effectivement. Les biens de consommation, les appartenances, la modularité. Je ne sais pas si on entre dans une ère où tout sera loué et plus acheté. Si vous dites ça aux banquiers, la dépréciation des actifs risque d'en prendre un coup, donc je pense qu'ils ne vont pas aimer. Donc voilà, donc il y a plein de questions qui vont rentrer. Là, vous avez raison, c'est que, en tout cas, les normes nous contraignent, et c'est pour ça qu'on a beaucoup insisté là-dessus, hein, de la capacité qu'on va avoir d'influer sur les législateurs, etc., les assureurs, et les réglementations, les différents labels. Aujourd'hui, vous avez tout un panel de labels qui existent, hein, que ce soit au niveau de la construction, au niveau de l'exploitation. Donc la capacité d'harmoniser aussi un peu ça et de rendre tout interopérable. Moi, j'insiste beaucoup sur cette notion d'interopérabilité. Donc en termes de normes, c'est une harmonisation, une interopérabilité qui rendra les choses possibles. Merci à tous les quatre. Donc, Mathieu Dazeas, directeur commercial service de Kone. Merci à Jérôme Bertrand, chef du service éco-conception de Vinci Construction et représentant EGF BTP. Merci à Romain Gracio, directeur des ventes Grands Projets Neufs de Kone, et à Julien Lanners, directeur commercial modernisation de Kone. Merci à tous. On retiendra qu'on entre dans une nouvelle ère pour le bâtiment et que le critère environnemental devient finalement le critère numéro 1, que travailler ensemble à plus de durabilité des équipements, c'est la motivation et que réfléchir collectivement à favoriser l'économie circulaire, c'est peut-être la bonne piste avec la notion du réemploi. On va poursuivre ces discussions, si vous le souhaitez, sur le stand de Kone que je vous invite à rejoindre, stand D41, Hall Maillot. Merci beaucoup à tous et à très bientôt.